Les londoniens de Screwdriver prennent la tête d'une nouvelle génération de skinheads fascinés par l'idéologie nazie. En France, prenant modèle sur les Anglais, les Evil Skin et leurs chanteurs Sniff, les Tolbiac Toads, Brutal Combat, Booker 84 ou Légion 88 incarnent ce courant. Leurs actions ne se limitent pas à la musique. Dans leur sillage, le nombre des exactions racistes explose au milieu des années 80. Pour les journaux, le skinhead devient l'archétype de la brute raciste. Mais dans la rue, les punks et les militants antifascistes sont leurs cibles favorites. Les bandes racistes se multiplient. Nazi Clan au Luxembourg, FIAP à Saint-Jacques, Légion 88 à Juvisy ou Tolbiac Toads quadrille Paris. Tu vois, tu voulais te balader dans Paris, tu étais obligé de faire un parcours sur ton plan de métro parce qu'il y avait des endroits que c'était même pas la peine d'essayer de traverser. T'évitais les Halles, t'évitais le Luxembourg, t'évitais les plus de Clignancourt le week-end. Enfin, tu vois, c'était un peu compliqué, quoi. Et donc, on voit émerger donc, des gens avec un fort ressentiment de ne pas se laisser faire. On en arrive à se dire, bon, il y en a plein le cul, quoi. Les FAF, ils font vraiment trop chier. On en a marre de subir leurs lois. Et donc, il est temps qu'on s'organise, nous aussi, en bande. Une bande radicale qui ne se chierait pas dessus et dont l'objectif serait l'antifascisme radical et faire changer, en gros, la peur de camp, quoi. Les Red Warriors naissent à l'usine, un squat de Montreuil fin 85. En quelques mois, ils deviennent la bande la plus organisée dans la lutte contre les skinheads néo-nazis. La rue est un terrain, au même titre que les urnes, et nous, on est des gens qui avons vécu dans la rue et qui, par conséquent, l'avons à cœur et ne comptons pas leur abandonner. Et c'est tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas à aller plus loin, on ne discute pas avec l'extrême droite. On ne nie pas l'utilité de la violence dans certains cas extrêmes. Au début, on était 4, après on était... de 4, on est passé à 7, de 7, et à la fin, on a fini à 14. Et en fait, très vite, si tu veux, on part dans un délire, tourner en caisse et défoncer les mecs, tu vois. Parce que pour nous, vu ce qu'on avait subi, vu le discours que tenaient ces mecs-là, vu les histoires qui se trimballaient sur les bandes de skinfaf les plus tendues, des histoires de viol, de tabassage, de lynchage et compagnie, nous, les défoncer, pour nous, c'était, tu sais, acte de salubrité publique. À la fin des années 80, la réaction antifasciste n'est plus uniquement l'apanage des punks. Certaines bandes de rockers déjà formées à cette époque comme les Asnés, les Docker Boys ou les Crazy Boys se convertissent à la guerre anti-skin. Mais c'est les Ducky Boys, une bande de rockers emmenés par Rocky, qui va littéralement nettoyer les halles, le fief historique des crânes rasés. Arborant le drapeau américain sur leurs bombers et la croix celtique amputée d'un bras formant leurs initiales, DB, les Ducky Boys inventent l'expression chasseur de skin qu'ils taguent comme un slogan. On était un petit peu partout, mais notre kiff en fait, c'était surtout d'aller dans les concerts où il n'y avait que des no-skis, quoi. On traînait dès qu'on entendait qu'il y avait un concert où voilà, il y avait certains groupes de skinheads, on y allait. On pouvait être sûr que voilà, on y allait. On était tout le temps là. Les premiers à porter les drapeaux américains, c'était les Black Panthers. Donc on tient toutes nos traditions, en fait, nos origines des Black Panthers. Dès lors, Red Warriors, Ducky Boys et autres groupes de chasseurs occupent le terrain. Dans la rue, la violence utilisée par les skinheads s'est retournée contre eux. De tous les chasseurs, les Red Warriors sont les seuls à s'engager concrètement dans l'action militante. Ils se rapprochent du Scalp, les sections carrément anti-Le Pen, antifascistes et libertaires créées à Toulouse en 84. SOS Racisme les recrute à l'occasion pour assurer son service d'ordre ou coller des affiches. Il y avait une campagne SOS Racisme qui était lancée, tu sais, genre campagne SOS Racisme traditionnellement, mais il y avait aussi la campagne présidentielle de 88 qui avait lieu à ce moment-là. Et donc, t'étais colleur pour SOS Racisme, mais t'étais susceptible de croiser les colleurs du front et compagnie, quoi. Et que le problème quand t'es en campagne, c'est que si tu colles pas la nuit, tu tiens pas les murs le jour, quoi. Et donc, à ce moment-là, Julien Drey, donc, qui est aujourd'hui député de l'Essonne,
bien sous tout rapport, lui venait de quitter la Ligue communiste révolutionnaire, il était au bureau politique, il l'avait quitté quelques mois avant je crois, il avait une grosse barbe comme ça et tout, et c'est lui qui avait monté SOS Racisme avec Harlem Désir. Donc il a encore cette espèce de culture un peu extrême gauchiste, machin de la Ligue, et donc on est les mecs présentés par des militants comme étant susceptibles de coller la nuit pour SOS Racisme. C'était pas gratuit, on était payé et tout. Hein. Et les mecs mettent à notre disposition camionnettes, donc on avait 2 camionnettes Louis Valem bleues, je me souviens. Et nous, évidemment, on utilise ça à fond pour coller des affiches comme ça de temps en temps, bien sûr. Mais imagine l'aubaine, camionnette, budget pour essence illimité. Et donc, du coup, nous, pour nos activités nocturnes, on avait cette espèce de couverture liée au fait qu'on collait pour une organisation. Et on utilisait les camionnettes, c'était un bonheur qu'on était 10 dans chaque camionnette et on en profitait pour taper des grosses descentes sur les FEFA. Écoute, anecdote parmi d'autres, un jour on est en train de rouler donc, dans les fameuses camionnettes des SOS où on avait des parcours de collage à faire, tu vois. Et là, je suis dans la camionnette avec Kim, il y a Bozo, Jeff, on a un certain nombre. Et Bozo reconnaît sur le trottoir, on est rue Saint-Denis, un truc comme ça, il reconnaît en fait des FAF avec lesquels il a eu maille à partir la semaine d'avant, je crois, au plus de Clignancourt, un truc comme ça, et où c'était fait vraiment surembrouiller quoi. Là-dessus, bon, c'est comme d'hab, frein à main, boum bam, ça descend dans tous les sens. Et je sais plus comment on en vient là, mais c'est Kim qui s'y colle le premier quoi. Moi à ce moment-là, j'avais mon petit gun dans mon caleçon, tu vois, toujours comme d'habitude. Et les skins, ils avaient au moins 30 ans, c'était des baraques. Rasé à blanc, tatouage de parachutiste sur les avant-bras. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais direct? Je commence à dégainer. Jeff, il met la main sur le truc, il fait arrête, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de faire le PD ou quoi? Il fait allez, vas-y, tape-toi un contre lui. Et il est jeune, tu vois, il doit avoir, je sais pas, s'il a 17-18 ans, c'est le maximum, tu vois. Peut-être même moins, je me rappelle plus. Je me retrouve face à un espèce de gros skin avec des avant-bras. Les avant-bras, on aurait dit mes jambes. Et alors on saura après coup parce que les mecs ont porté plainte ultérieurement, mais tu vois les mecs c'est des instructeurs para. Mais ça on le sait pas à ce point-là quoi. Et donc Kim il y va bon. Ah, direct je rentre au combat, je Red Warrior. Je commence à partir à l'assaut, boum, je prends une golden, flash dans ma tête. Tu sais quoi, j'ai pris des golden dans ma vie, mais les golden qu'il m'a mis ce mec là, à chaque fois qu'il me cognait ça faisait des étoiles. Il m'enchaîne, je tombe par terre, je repars en courant, j'attrape, je réussis à placer un kick dans sa tête avec mes parabousses. Il enchaîne, il m'attrape par les couilles, il me plaque sur le capot de la voiture et commence à me donner. Boum, 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 ma tête elle rebondit sur le capot. J'arrive, je réussis à remettre à distance, boum, je commence à kicker. Et il était un peu pointu Kim, donc tu vois, il se démerde pas trop mal. Sauf que le mec en face, il a 15 ans de plus que lui, il doit lui prendre 20 kilos, tu sais. Et à un moment donné, bon bah le gars, il a pris, mais bon, tu sentais que c'était vraiment un mec qui fightait quoi. Et à un moment donné, il arrive à lui rentrer une droite, mais c'est une bonne grosse droite dans l'axe, tu vois. Je commence à béton par terre. Kim, il est touché vraiment, quoi. Tu sais, il prend la patate, je le vois qu'il part sur les talons et bon, ça se complique direct, quoi. Il y a Julien qui arrive, boum, il enchaîne gauche-droite, high kick. Le mec, hop, il se rentre direct en corps à corps. Il attrape, boum, pivote, il le met sur le dos. Il se met, tu sais, comme Ultimate Fight. Julien, il réussit à se bloquer dans un coin, il tient. À ce moment-là, je vois les autres, ils sont en train de s'embrouiller. Il y avait 3-4 autres mecs de l'autre côté. Ça se tapait à coups de batte et tout, ça se tapait sur mes. Moi, qu'est-ce que je vois? Il y a une batte qui tombait par terre. J'attrape la batte de baseball. Et mon gars, il se met comme ça, perpendiculaire au mec, tu vois. Le mec, il voyait rien parce que je lui tenais la tête et tout. Et là, il fait bah! Bah! Il lui met 2 coups de batte. Mais je te jure, le cum, il est devenu tout mou. T'sais. Genre, je le tenais, j'ai senti qu'il faisait c'est ça comme. Et là, le cum, il me lâche et en fait, fini. C'était super violent et voilà, à l'époque, plus c'était violent, plus c'était apprécié. Il fallait savoir qu'en face, c'était pas des enfants de cœur non plus. Une fois qu'il n'y avait plus de skinheads, bon, on a commencé à se séparer. Hein. On existait parce qu'eux ils existaient, mais sans fascistes dans les rues, bon, nous, on n'a plus de raison d'être là, donc après on est parti chacun faire sa route.